prends pour leur vie parce qu'ils ont plein d'autres choses à nous dire, mais ils se connaissent depuis longtemps. Et le hasard a fait qu'avec Eric, on a souhaité inviter Michel en même temps. Alors pourquoi je dis en même temps, qui est un terme utilisé par ailleurs, parce que Eric aussi est président de l'Université populaire d'Albertville, qui organise des conférences extrêmement passionnantes régulièrement tout au long de l'année, qu'on a déjà travaillé ensemble, qu'on a envie de travailler ensemble. Et donc, ce soir, on aura Michel à Chambéry, et demain soir, il sera à Albertville. On profite de sa venue, vraiment, on l'exploite au maximum. On va tirer la quintessence de son savoir sur ce territoire qui nous rapproche. Je suis moi-même albervillois, donc j'ai une raison complémentaire d'apprécier cette situation. Et ça, c'est quelque part, c'est un peu nouveau ce qu'on fait ensemble, mais je crois qu'on va le poursuivre. Et d'ailleurs, d'ores et déjà, je peux vous dire que le 19 novembre, nous aurons ici Fiona Mill, qui est la présidente de Mountain Wilderness, qui sort un bouquin sur sa vision de la montagne, et elle sera le 20 à l'Université populaire d'Albertville. Non, le 21 à l'Université populaire d'Albertville, parce que le 20, elle sera à Grenoble avec la librairie Artaud. Donc on essaye vraiment de faire de l'animation territoriale. J'en profite aussi pour vous parler de notre prochaine conférence, parce qu'on a un programme qui est assez lourd. Je vous invite vraiment le 13 novembre à venir au Palais des Congrès, au Centre des Congrès d'Aix-les-Bains, où là, on va recevoir Arthur Keller, qui est un tribun sur la thématique de la systémique. Hein. Là, si vous venez, vous vous préparez, ça dure 2h30, il parle tout seul, il n'y a pas de modérateur, et il vous raconte sa vision du monde et sa vision de la manière dont tout est lié, que ce soit la politique, que ce soit l'environnement, que ce soit les aspects sociologiques ou autres. En tout cas, merci à tous deux d'avoir accepté d'être des nôtres ce soir, et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Alors, on part ensemble pour 1h30 et on vous le dit tout de suite, nous n'aurons pas assez de temps, tout simplement parce que ce monsieur a beaucoup à dire et vous avez certainement beaucoup de questions. Il y aura 4 parties, vous les verrez au fur et à mesure, et dans la dernière partie, vous serez évidemment sollicité pour poser vos questions, ce que nous attendons tout à fait. Alors, le problème avec les gens qui ont beaucoup fait dans leur vie, c'est qu'ils ont des CV long comme le bras. Et donc, vous avez tous Wikipédia, je pense. Donc, on a choisi de ne pas égrener son CV ce soir, mais plutôt, je vais lui poser une question. Non pas qui est Michel Vivorca, ça vous verrez sur Wikipédia, mais qui est le Michel Vivorca et comment devient-on le Michel Vivorca que nous voyons ce soir en 2024. Michel, à toi. Merci. Bonsoir d'abord à tous. D'abord, j'ai une confiance très limitée en Wikipédia, parce que les rares fois où j'ai regardé ce qui était dit sur moi, un jour j'étais candidat à des fonctions, peu importe lesquelles, et mon adversaire, très vraisemblablement, s'était débrouillé pour bidouiller Wikipédia, de sorte que les membres du jury qui allaient s'informer sur qui j'étais voyaient des choses un peu douteuses. Donc, prudence, il paraît que Wikipédia, c'est bien pour les vraies informations. Jeanne d'Arc, elle est née à telle époque, ça, c'est très fiable. Mais dès qu'on est dans la sphère des idées ou des idéologies, prudence. Alors sur Kern, c'est mieux, hein, mais je n'ai pas voulu mentionner Voilà. Kern. Donc voilà. Oh, bon, écoutez, je ne vais pas vous dire qui je suis, parce que sinon, je dirais des bêtises. Non, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir les figures et les événements qui t'ont fait le Michel Vivorca qu'on voit ce soir. Alors écoutez, je vais rendre grâce à quelques personnes, parce que c'est ça qui compte, mais très rapidement. Ma famille, mes parents, moi j'ai la chance d'avoir des parents merveilleux. J'ai jamais compris, même longtemps après, comment j'avais pu vouloir à ce point me révolter en 68, alors que j'avais des parents aussi merveilleux et avec qui il n'y avait aucune raison de se révolter. Bon. Donc une famille vraiment très bien. On est toute une fratrie. Alors ceux qui suivent un peu les publications s'aperçoivent que j'ai une sœur historienne, Annette, un frère historien, Olivier, et c'est moins connu parce qu'elle est un peu à côté, mais enfin elle écrit aussi des livres, une sœur Sylvie qui est psychiatre. Donc t'as un beau-frère qui t'a marqué, si j'ai bien compris. Alors bon, il veut que je parle de la famille. Alors bon, le mari de ma sœur Sylvie, c'est Alain Gesmar. Donc les plus âgés se souviennent de mai 68. Moi, alors, bon, on bavarde, hein, là, il me fait bavarder. Mais
Moi, en 68, et après surtout, ce 68, ça dure un mois, c'est le mois de mai. Après, les syndicats négocient et les ouvriers rentrent dans les usines, puis les étudiants partent en vacances, c'est normal, donc tout retombe. Et puis il se passe d'autres choses ensuite. Mais moi, je n'ai jamais été militant. C'est peut-être une vraie réponse à la question d'Éric. Je suis un sociologue, et très tôt, je ne pouvais pas militer. J'avais plein d'amis gauchistes dans tous les groupes que vous pouvez imaginer, dont les maoïstes, Alain Desmar, mais je n'ai jamais été militant. Alors je vais le dire de façon un peu amusée, j'étais ce qu'ils appelaient, les trotskistes, les maoïstes, appelaient les gens comme moi des démocrates. Alors on y arrive. Un démocrate, je vais vous dire ce que c'était à l'époque. C'est quelqu'un à qui on peut emprunter son appartement pour des réunions, mais il ne faut surtout pas qu'il soit là, à qui on demande de l'argent, parce que quand même la révolution, il faut la soutenir. On met des choses dans sa cave et il vaut mieux pas qu'il aille voir ce que c'est. La voiture est évidemment à la disposition de la révolution, etc., etc., jusqu'au jour où la révolution l'emporte. Et dans ce cas-là, on n'a plus besoin de lui et on lui coupe la gorge. Voilà. C'était à peu près ça, un démocrate. Donc je faisais partie de cette espèce. Mais ça s'est bien passé. Donc oui, une famille. Ensuite, quelques rencontres décisives. Je vais vous parler d'une amie qui est devenue ma première femme, très rapidement, mais moi je faisais des études de commerce. Alors ça, vous le trouverez dans Wikipédia. École supérieure de commerce de Paris. J'ai appris 3 choses. À jouer au poker le matin, au bridge le soir et au champ de course l'après-midi. C'était mes activités principales pendant 3 ans. Est arrivé mai 68. Et par contre, celle qui était ma compagne à l'époque, elle faisait des études de sociologie. Et je me trouvais idiot. Je me trouvais idiot parce qu'elle parlait de choses formidables, du groupe Octobre créé par Jacques Prévert, des travaux sur la pauvreté, des choses comme ça. Et donc, c'est quelqu'un qui m'a impressionné. Et puis une autre personne dont je ne parle jamais, qui est encore en vie dans un EHPAD, qui était mon grand copain des années où j'avais 14, 15, 16, 17 ans, qui était orphelin, vivait en totale liberté, avait de l'argent, parce que c'est un peu d'argent, parce que ses parents avaient laissé à leur mort un café qui avait été vendu, et qui m'a emmené en autostop à l'âge de 16 ans au nord de l'Écosse, et à l'âge de 17 ans jusqu'à Ankara, on est dans les années 60, hein. Donc, et qui m'a appris le goût du voyage, du dépaysement, de l'aventure, du risque, dormir dans les sacs de couchage n'importe où, des choses comme ça. Alors on a convenu que j'avais le droit de l'interrompre. Et vous verrez, j'en userai largement. Il aurait pu vous parler de plein de gens. Il aurait pu vous parler d'Alain Touraine. Il aurait pu vous parler du Sentier Lumineux. Il aurait pu vous parler des Palestiniens. Il aurait pu vous parler des Basques. Il aurait pu vous parler de Martine Aubry. Mais il ne va pas le faire parce qu'on va parler du livre. Le livre que vous avez là, allez, combien il pèse? Je ne sais pas, il n'est pas très lourd, quelques centaines de grammes. Mais je dirais pour moi, c'est à la fois, alors on va voir s'il est d'accord, une sorte de boîte à outils pour le militant, éventuellement, une sorte de testament philosophique ou sociologique de Michel Vivorca, mais c'est surtout, parce que j'ai repéré tous les sujets qui y étaient abordés, une véritable petite encyclopédie. Alors je me suis amusé à faire des petits cartons avec les différents sujets, et tout à l'heure vous pourrez les choisir vous-même. 480 pages, édition de l'Aube, 14,90 € dans votre librairie Garin tout à l'heure en dédicace, mais surtout il est nécessaire maintenant, c'est ce que dit la 4e de couverture, et je voudrais bien savoir pourquoi il est nécessaire. Alors l'objectif du livre, je vais le lire et puis il nous racontera autre chose. Définir les conditions par lesquelles les sciences sociales peuvent contribuer à ce qui est une urgence, la protection, le sauvetage, parfois la défense de la démocratie, et sur un mode plus offensif, sa promotion et sa réinvention. Docteur, il faut vraiment soigner la démocratie en ce moment? Écoutez, je pense qu'on le sait tous, ça ne va pas très bien. Ça ne va pas très bien chez nous. Ça ne va pas très bien ailleurs non plus. Ce n'est pas partout catastrophique. Il y a parfois des bonnes surprises. Mais enfin, dans l'ensemble, l'extrême droite prospère. Dans l'ensemble, les mécanismes sont grippés. Le fonctionnement des institutions laisse à désirer. Le système des partis politiques est assez étonnant. Il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Il n'y a plus qu'une extrême droite et une extrême gauche. Je me permets de simplifier un peu. Il y a vraiment de quoi être préoccupé.
Et ce qui est préoccupant, c'est que face à une telle situation, il y a plusieurs réponses certainement possibles, mais les deux principales que je vois sont les suivantes. Il y en a qui disent, beaucoup disent, il y a un sondage qui devait être publié cet après-midi ou une enquête par le CESE, Conseil économique, social et environnemental, une enquête, je crois, qui indiquerait, je n'ai pas vu le document, mais on m'en a parlé, qu'un Français sur deux est en faveur d'une solution autoritaire à cette crise de la démocratie. Donc oui, ça ne va pas très bien. Si un Français sur deux nous dit ça va tellement mal qu'il faut passer à autre chose. Et ça, je pourrais comparer, parce que j'ai connu d'autres époques, et l'idée que la démocratie ne va pas au point qu'il faille l'abandonner, c'est quand même quelque chose de très très lourd. Et puis la deuxième réponse, qui est celle que je privilégie évidemment, c'est non, il ne faut pas l'abandonner, il faut la relancer, il faut l'améliorer, faire en sorte qu'elle fonctionne mieux. Et donc là, il y a toutes sortes de pistes à envisager, bien sûr. Certains disent qu'il faut des changements institutionnels. Alors changer la Constitution, mais ça c'est très lourd. Vous savez qu'il faut passer devant les 2/3, je crois, de la majorité des deux assemblées réunies, donc c'est pas rien, ou peut-être un référendum. D'autres, ce qui est beaucoup plus léger, disent commençons déjà par introduire de la proportionnelle, ça améliorerait les choses. Enfin, des solutions qu'on peut appeler institutionnelles. Alors, avant de se demander comment réinventer la démocratie, on va revenir sur les essentiels, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est. Tu sais que tu es une vedette en Savoie aujourd'hui, puisque tu as un article dans le Dauphiné libéré d'hier, et que tu réponds par la démocratie, c'est quand une société sait à la fois être une et plurielle. C'est ça pour toi la démocratie ? Je me méfie des définitions. Alors pendant très longtemps, comme on ne s'intéressait pas beaucoup à la démocratie, on se contentait de citer Churchill. Il y a une phrase très célèbre, je cite de mémoire, donc c'est pas parfaitement ça. Je l'ai. Ben là, voilà. Alors je le lis en français parce que mon accent anglais est dégueulasse, mais la démocratie, c'est la pire forme de gouvernement, à l'exception de toutes celles qui ont déjà été essayées de temps à autre. Autrement dit, c'est pas brillant, mais tout le reste est pire. Hein. Donc c'était ça l'idée démocratique. Et moi, quand j'étais étudiant, ce n'était pas un thème important, ni en sciences politiques, ni en philosophie politique, ni en sociologie. Et ça allait de soi, la démocratie, jusque dans les années 80. Pourquoi ça allait de soi ? C'était le contraire du totalitarisme, c'était le contraire de la dictature. Alors les uns regardaient du côté de l'Union soviétique, les autres du côté de l'Amérique latine, que nous aimons tant, Eric et moi. Mais tout ça pour dire, la démocratie, c'est le contraire, et c'est très bien. Et puis arrive la chute du mur, la fin des dictatures d'abord en Amérique latine, la plupart disparaissent, et surtout la chute du mur. Appelons ça le moment central, 1989, Berlin. Et à ce moment-là, un politologue américain, très, très arrogant, je trouve, qui s'appelle Fukuyama, déclare « c'est la fin de l'histoire », ce qui est une façon de faire allusion à une thématique post-marxiste qui avait un petit écho dans le monde des philosophes. Mais surtout, c'est le triomphe absolu de la démocratie et du marché. Autrement dit, le mur tombe, il n'y a pas d'autre alternative. Alors je laisse de côté le marché, il n'y a pas d'autre alternative que la démocratie. Donc on allait, fin 89, entrer tous dans une ère heureuse. Et donc la démocratie, c'était le bonheur. Et aujourd'hui, pour moi, donc j'arrive à essayer de la définir, aujourd'hui c'est évidemment beaucoup plus compliqué pour toutes sortes de raisons. Et oui, je crois que la démocratie fonctionne lorsqu'elle est à la fois voulue par une entité territoriale, un pays, une ville. Si je vous dis Athènes, c'est la démocratie, c'est une ville. Si je vous dis la France, c'est la démocratie, c'est un pays. Donc c'est une nation, c'est une histoire, mais c'est un tout. Donc c'est l'unité. Et qu'en même temps, si j'ose utiliser encore cette expression, la démocratie, c'est la capacité d'accepter, de reconnaître et de traiter politiquement ce qui fait différence, ce qui fait conflit, ce qui fait opposition. Autrement dit, et de le traiter sans violence. Autrement dit, la démocratie, c'est les deux. Si vous n'avez que l'un des deux, ça ne va pas. Si vous avez uniquement la démocratie, c'est l'unité, c'est le principe d'unité, alors vous risquez de devenir nationaliste ou de mettre en avant une idée républicaine un peu refermée sur elle-même.
Alors on verra si nos amis, par leurs questions tout à l'heure, nous poussent à creuser un peu le sujet et parler, pourquoi pas, de démocratie illibérale, comme tu... Je t'ai interrompu, là? Ah bah évidemment, mais Vas-y. je termine ma phrase, parce que Vas-y. l'autre moitié, c'est si on est uniquement du côté de la gestion des conflits sans unité. Bah, quand il y a des conflits sans un cadre à l'intérieur duquel tout le monde veut régler les problèmes, ça se termine très mal. Donc il faut, à mon sens, qu'il y ait le respect de la diversité sociale, culturelle, religieuse, etc., la capacité de gérer tout ce qui fait qu'elle diffère, et le cadre d'ensemble. C'est ça, pour moi, les conditions de la démocratie. Alors, une des hypothèses et un des apports de ce livre, c'est les sciences sociales constituent une boîte à outils pour pouvoir justement promouvoir la démocratie. Dans ce temps où toute personne qui aligne un peu plus de 3 phrases d'un coup est qualifiée d'un intello, est-ce que effectivement les sciences sociales jouent dans la société à l'heure actuelle un rôle important? Qu'est-ce qu'elles disent et qui les écoute? Bon, mais là, tu mets le doigt sur ce qui m'a donné envie de faire ce livre et qui fait mal. J'appartiens à une vieille génération qui a connu l'âge d'or des sciences sociales. Les années, disons, 60-70, encore 80. Tout le monde se précipitait dans mon milieu, qui était quand même un milieu assez ouvert, pour aller acheter le Nouvel Observateur et lire un article, un entretien, etc. Michel Foucault, Pierre Bourdieu, moi je viens de l'Ève d'Alain Touraine, les historiens, Jacques Le Goff. Enfin, il y avait un énorme intérêt pour les sciences sociales et elles avaient leur mot à dire en politique. Quand Chirac a été candidat à je ne sais plus quelle élection présidentielle, on lui a demandé avec qui vous voulez avoir le grand débat. Il a dit avec Alain Touraine, un sociologue. Vous imaginez Marine Le Pen candidate à une élection présidentielle et disant qu'elle veut discuter avec un chercheur en sociologie? Évidemment pas. Donc, si vous voulez, il y a eu un moment où c'était vraiment à gauche comme à droite. C'était vraiment pas partisan, ce que je suis en train de vous dire. Il y avait vraiment le sentiment que les sciences sociales éclairent la vie collective. Et moi, c'est ce qui m'a fasciné, c'est ce qui m'a donné envie d'en faire. Et puis, c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'émissions où on discute d'idées. Enfin, on fait appel au plus, non pas à des chercheurs en sciences sociales, mais à des experts. Moi, de temps en temps, on me dit, vous êtes expert en ceci ou cela, est-ce que vous voulez bien venir sur tel plateau? Mais on ne me dit pas, vous êtes sociologue, venez discuter 1 heure avec nous. Heureusement, il y a... Certains présidents l'ont fait il n'y a pas très longtemps, je crois. De venir discuter. Un débat avec des intellectuels. Alors ça, c'était une caricature de débat. Alors, j'en dis un mot parce que c'est intéressant au-delà de ce débat. Le président Macron a eu une idée de génie qu'il a complètement massacrée. L'idée de génie, c'était le grand débat. C'est-à-dire, je vais régler une crise, les gilets jaunes, en la transformant en débat, en faisant et en mettant les acteurs en position de débattre. Alors ça, pour un sociologue, je vous assure que c'est magnifique. On transforme une crise en conflit, c'est-à-dire en relation conflictuelle entre des acteurs. Ça, l'idée était géniale. Mais la réussite aurait exigé que ceux qui sont concernés participent à ce débat. Et pour des raisons qui ne sont pas simplement liées au président, hein, ça tient aussi à la nature même du mouvement des Gilets jaunes, il n'y a pas eu ce débat. Ce n'est pas avec les Gilets jaunes qu'il a discuté. C'est avec des notables, c'est avec des gens très bien, mais ce n'est pas le mouvement des Gilets jaunes qui a discuté avec Emmanuel Macron. Donc je le dis au passage, un débat, c'est très important pour faire que vive la démocratie, mais à condition qu'il y ait les acteurs pour participer au débat. Mais, tu m'as demandé le grand débat avec les intellectuels. Alors j'en dis un mot. 60 intellectuels à l'Élysée à partir de 18h, avec toutes les heures et demie une pause. Et le président qui répond à chacun de nous. Donc ça veut dire qu'on avait à peu près chacun 3 ou 4 minutes maximum. Alors vous avez bien compris, moi pour m'échauffer et me lancer, il me faut déjà... Bon, donc si vous voulez, c'était une comédie. C'était une comédie. Je suis très content d'y être allé, je ne me suis pas ennuyé. Il y a eu un seul moment intéressant sur les 6 ou 7. En plus, il a une capacité de résistance étonnante. Ça s'est terminé vers 3-4 heures du matin. Alors les gens partaient discrètement, mais moi j'étais assis pas trop loin de lui, je n'osais pas. Donc je suis resté jusqu'au bout. Et il y a eu un moment intéressant, donc je l'indique. C'est quand il a dit
discuté, voilà, pour un tout petit peu discuter avec Benjamin Stora, l'historien de la guerre d'Algérie. C'était l'époque où il y avait un mouvement démocratique en Algérie qui apparaissait, qui était assez puissant. Et Benjamin Stora dit au président, écoutez, monsieur le président, on aimerait que vous interveniez pour soutenir la démocratie en Algérie. On est dans le sujet. Et le président a fait une réponse très intelligente. Il a dit, écoutez, si j'ouvre ma bouche là-dessus pour dire je soutiens les démocrates qui contestent le pouvoir, on va m'accuser de néocolonialisme, de me mêler de ce qui ne me regarde pas, etc. Je vous soutiens, a-t-il dit à Stora, je vous soutiens, allez-y, vous avez mon appui, mais ce serait contre-productif que je m'engage plus visiblement et plus personnellement. Alors le problème, c'est que le président n'avait pas lu ton bouquin. Parce que justement, si on veut s'interroger sur les apports des sciences sociales, alors d'abord, on n'est pas tous spécialistes des sciences sociales, il va falloir un peu que tu nous rappelles qu'est-ce que c'est, quelles sont les méthodes, est-ce que c'est des sous-sciences par rapport aux sciences expérimentales et autres, et allez, donne-nous quelques exemples précis de savoir comment les sciences sociales peuvent effectivement aider la démocratie. Alors, d'abord, les sciences sociales ne sont pas, dans l'ensemble, les sciences de la nature. Et en particulier, les méthodes expérimentales, il est rare, mais ça existe, qu'elles soient utiles. Et il y a un cas qui est très intéressant et qui renvoie à la démocratie d'une certaine manière, c'est les fameuses expériences de Milgram. J'en dis un mot. Milgram, c'est un prof américain dans les années 60 qui, en gros, je résume, je caricature, mais c'est pour qu'on comprenne ce dont je vous parle, propose à des étudiants l'expérience suivante. Ils sont assis comme nous, comme ça, derrière une table, il y a une paroi vitrée, et de l'autre côté de la paroi vitrée, il y a quelqu'un qui est assis sur une chaise. Et il y a un prof, le prof, qui pose des questions à la personne assise sur la chaise. Et chaque fois que cette personne se trompe dans la réponse, c'est présenté comme une expérience, chaque fois qu'elle se trompe dans la réponse, les étudiants qui participent à l'expérience sont invités à envoyer du courant électrique avec une manette, et la personne qui est sur la chaise est assise sur une chaise électrique, et au fur et à mesure qu'il se trompe, il reçoit des décharges de plus en plus lourdes. C'est ce qu'on voit dans le film Icomica. Exactement. Et donc, évidemment, il arrive un moment où plus il se trompe, plus il reçoit des décharges puissantes, et à la fin, il va mourir. Bon. Alors, pourquoi l'expérience est intéressante ? D'abord parce que celui qui est assis sur une chaise, c'est un acteur qui ne reçoit évidemment pas un seul électron. Hein, il n'y a pas de courant qui circule. Deuxièmement, parce que parmi les étudiants, il y en a qui au bout d'un moment disent « Écoutez, non, moi je ne veux pas faire souffrir quelqu'un, j'arrête », ou qui hésitent, ou qui se tortillent, puis il y en a qui, on leur dit d'y aller, ils y vont. Donc, c'est la démonstration qu'il peut y avoir de la soumission à l'autorité. Et c'est quelque chose d'intéressant en démocratie, de savoir pourquoi les gens se soumettent ou pas à l'autorité, même quand elle fait faire des choses inacceptables moralement. Donc ça, c'est des expériences. Et alors, ça a été répété des centaines de fois. Et ça marche toujours. Donc là, méthode expérimentale. Sinon, les sciences sociales, c'est des enquêtes. Alors, il y a différentes sciences sociales. Moi, je suis sociologue, donc j'étudie la société. Et au sein même d'une discipline comme la sociologie, il faudrait parler d'autres disciplines, la psychologie sociale, de l'anthropologie, de l'histoire. Alors, selon les pays, l'histoire est une science sociale, on n'en est pas une. Donc, on rentrerait dans des discussions compliquées. Mais en France, c'en est une. Et rien que chez les sociologues, si on était tous d'accord entre nous, ce serait formidable. Mais il y a des écoles, il y a des courants, il y a des chapelles, il y a des luttes de pouvoir aussi, d'influence, qui va contrôler telle institution, enfin bref. Donc c'est un monde diversifié. Alors on va prendre un exemple pratique. Tu as travaillé avec du beau monde, des Basques, des Corses, des Palestiniens, des Kurdes, ou je sais pas, etc. Tu as ici en face de toi un groupe de terroristes potentiels et tu as travaillé sur la violence et le terrorisme. Comment est-ce que tu travailles, puisque je crois que tu as fait du travail de groupe, comment est-ce que tu travailles avec nous ? Alors, si je devais considérer qu'ici j'ai une organisation terroriste sous la main, comme sociologue, et que cette organisation m'a fait comprendre qu'elle est venue m'écouter, donc il y a un petit intérêt à l'échange, je proposerais la recherche suivante. Je leur dirais, votre mouvement, si vous voulez l'étudier avec moi, je vous propose de travailler avec des groupes d'une dizaine d'entre vous. Alors lesquels, c'est compliqué, il faut savoir lesquels.
Mais je prends un groupe d'une dizaine d'entre vous, je peux renouveler ça à plusieurs reprises, et à ce groupe d'une dizaine de personnes, je dirais, voilà, vous êtes... alors je ne dirais pas vous êtes terroriste, parce que si vous avez en face de vous des terroristes, vous leur dites vous êtes terroriste, ça ne passe pas. Je leur dis, vous pensez que seule la lutte armée peut régler les problèmes du Dauphiné, ou de la Savoie. Vous êtes indépendantiste, par exemple, savoyard. Bon. Et donc, je Fais vous gaffe, dirais... t'es à la frontière. Hein, donc, Et je vous dirais, puisque vous avez une action, ce qui m'intéresse, c'est d'analyser cette action avec vous. Vous ne ferez pas de moi un acteur de la lutte armée, du mouvement indépendantiste savoyard. Et je ne ferai pas de vous des sociologues. Mais on peut réfléchir ensemble. Et je vous proposerai un dispositif à ce groupe de 10 personnes. Dans un premier temps, vous dites que vous luttez contre le pouvoir central. Alors j'irai faire venir le préfet. Vous dites que vous luttez au nom de l'histoire magnifique de la Savoie. J'irai chercher un historien, un prof d'histoire, qui vous montrera ce qu'il aura à vous montrer, qui sera peut-être très surprenant pour vous, sur l'histoire de la Savoie. Vous dites que vous luttez d'ailleurs en plus pour les paysans menacés par le changement économique actuel. J'irai chercher des responsables paysans avec qui vous discuterez, etc. Et au fur et à mesure de toutes ces discussions, se mettront en place toutes sortes d'interactions dont chacun aura la mémoire. Et puis à l'issue de toutes ces réunions, ça peut durer des semaines et des semaines, on fait ça chaque semaine le week-end par exemple, je vous dirai, écoutez, voilà maintenant comment moi j'analyse votre action. Et vous me direz ce que vous pensez de la façon dont j'analyse votre action. Et donc c'est dans cette interaction entre le chercheur qui propose une analyse et des militants en l'occurrence, qui réfléchissent eux aussi, que pourront se construire des idées, des analyses peut-être intéressantes, et qui aideront peut-être le mouvement savoyard à mieux se connaître, et peut-être à dire que finalement, il vaudrait mieux abandonner la lutte armée et aller vers la démocratie. tu me permets de compléter ton propos par la dernière phrase de ton livre qui donne une réponse à la fois éclairante et beaucoup plus générale. Ça dit, le défi n'est pas seulement d'éclairer le peuple, il est d'élever sa capacité d'analyse pour qu'il soit de plus en plus capable de se penser et de se vivre dans l'unité et la diversité que seule permet la démocratie. C'est tout à fait ça. Alors, ton livre, il est facile à lire. Moi, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir, mais il y a quand même 2-3 trucs, un, sur lequel je voudrais t'interroger. Tu parles du retour du sujet. Alors ça, le retour du sujet, pour une bonne partie d'entre nous, ça ne dit pas grand-chose, même si tu l'expliques. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Alors j'évoquais tout à l'heure le triomphe des sciences sociales dans les années 60-70. Elles étaient dominées, les sciences sociales, par des modes de pensée, je simplifie, mais qu'on peut appeler structuralistes. C'est-à-dire l'idée que si le monde change, si le monde doit changer, c'est parce qu'il y a des structures qui façonnent tout ça et qui d'ailleurs peut-être résistent au changement. Et donc l'idée c'était que ce qui est important, c'est le système, les structures, des instances, des mécanismes abstraits, des choses comme ça. Et on s'était beaucoup éloigné dans ces années-là de la pensée précédente, dominante, celle de Jean-Paul Sartre, qui lui au contraire disait, il disait peut-être pas beaucoup le mot sujet, je ne sais plus, mais en tout cas il disait responsabilité, il disait liberté. Et donc lui s'intéressait non pas au système, même s'il l'analysait aussi, il s'intéressait à la capacité de chacun de produire sa propre existence et d'avoir sa responsabilité. Donc le structuralisme est venu après l'époque sartrienne. Disons, l'astre Lévi-Strauss a succédé à l'astre Jean-Paul Sartre dans le domaine de ce genre d'idées. Et tout au long des années 70-80, il ne fallait pas parler de sujet, c'est-à-dire de responsabilité, de liberté, de capacité de produire soi-même son expérience ou son existence. Et puis, dans les années 80, il y a deux personnes intellectuelles, l'une, j'en étais très proche, et l'autre plus lointain, mais qui ont eu une énorme importance pour moi, qui ont dit non, il faut parler du sujet, de la personne singulière, de la nécessité qu'a chacun de nous de se construire, d'exister. Alors moi, je suis un élève d'Alain Touraine qui a proposé toute sa sociologie est construite sur cette idée de sujet. Et il a été celui qui a dit retour de l'acteur, mais c'était la même idée. Et l'autre, c'est Michel Foucault. Alors Michel Foucault est un philosophe,
historien, mais enfin philosophe surtout, très intéressant par rapport au problème que tu poses. Parce que dans les années 60-70, il est structuraliste. Ceux qui connaissent un peu son œuvre, c'est vraiment la pensée du système, des structures. Et puis il découvre en particulier quelques penseurs de l'Antiquité tardive. Et puis, comme vous le savez, il est homosexuel et bon, il découvre la subjectivité. Il veut en parler. Et donc, il termine sa vie en faisant à propos de la sexualité, en mettant en avant une certaine notion de sujet. Donc, pour te répondre, excusez-moi, je suis obligé de faire à chaque fois des petits détours comme ça. Mais l'idée de retour du sujet, c'est l'idée qu'après une vingtaine d'années ou une trentaine d'années où on était dominé dans les modes de pensée en sciences sociales, on était dominé par, il y a des structures, des mécanismes, des systèmes, etc., sont intervenus des pensées qui ont dit non, il faut réfléchir à partir des sujets qui veulent se construire, qui peuvent ou qui ne peuvent pas le faire, ça c'est autre chose. Alors pour que la démocratie fonctionne bien, pour qu'elle soit saine, je crois qu'on a besoin au moins de 2 ingrédients. Premier, c'est qu'on ait une presse qui fonctionne correctement. Et deuxième, qu'on ait un débat public, c'est ce qu'on est en train de faire ce soir, chers amis, qui fonctionne bien. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, et de la presse, et puis après du débat public? Est-ce que ça marche ou est-ce que c'est coincé? Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir, mais ce n'est pas pour autant que c'est réussi. Je vais d'abord vous dire un mot des réseaux sociaux, parce que c'est quand même la grande nouveauté des 30 ou 40 dernières années. Les réseaux sociaux, quand ils sont apparus, on a été très nombreux à croire que c'était le progrès, c'était la démocratie, que tout le monde allait communiquer avec tout le monde, que les mouvements d'émancipation allaient en profiter. Quand il y a eu les révolutions arabes, les printemps arabes dans les années 2010-2011, il y a eu beaucoup d'espoir liés aux réseaux sociaux. Vous vous souvenez peut-être aussi, comment ça s'appelait en Espagne, les indignés, Occupy Wall Street, enfin tous ces mouvements utilisaient beaucoup les réseaux sociaux. Et ça avait quelque chose à voir avec des logiques d'émancipation et donc de plus de démocratie, de plus de débat. Mais aujourd'hui, si je vous parle des réseaux sociaux, la plupart du temps, ce sera pour dire, ça peut être très nocif. Regardez le mal que TikTok fait à nos enfants, je simplifie. Et 2, les gens fonctionnent dans leur couloir de nage, ou si vous préférez une autre image, dans leur silo. Et donc, on est dans un réseau social parce que les gens qui en font partie pensent à peu près comme nous. Tout le contraire de l'échange qu'implique la démocratie. Alors, ce n'est pas fichu, ça peut changer, puisque ça a déjà changé, mais je crois qu'il faut vraiment essayer de tirer ces nouveaux modes de communication du côté où ils accompagnent la démocratie. Maintenant, en ce qui concerne les médias plus classiques, bon, écoutez, je suis comme tout le monde, je suis consterné de voir l'évolution du paysage, où un homme comme M. Bolloré, un ogre, dit Éric Orsena dans un livre qui est pas mal pour le décrire, ou un homme comme M. Bolloré, qui a une vision à lui du monde, plutôt, à mon sens, d'extrême droite, il maîtrise un certain nombre d'outils. Je vais vous raconter quelque chose que je n'ai jamais raconté. Ce livre est sorti, dans un premier temps, aux éditions Robert Laffont. Juste la veille du Covid. C'est pour ça qu'on le réédite, parce qu'il était dans les librairies la veille du confinement. Bon, donc, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il est passé à la trappe à l'époque. Et ces éditions, je dirigeais à l'époque une collection. Et on m'a fait comprendre qu'il valait mieux que j'aille poser ma collection ailleurs, parce que maintenant, même dans l'édition, c'est même pas la presse, même dans l'édition, M. Bolloré, qui venait de racheter ce groupe de presse, on n'avait pas envie qu'il y ait des fleurons aussi gauchistes, ou que sais-je, dans sa maison d'édition. Donc on m'a prié d'aller me poser ailleurs, ce que j'ai fait bien sûr. Mais même l'édition est comme ça. Alors c'est très préoccupant, mais il y a de la vitalité dans notre pays, il y a du désir de débattre, et on n'est pas encore tu as utilisé le mot tout à l'heure, dans une démocratie illibérale. Alors ça, démocratie illibérale, c'est l'expression qu'aiment bien les politologues, c'est emprunté au monde anglo-saxon. C'est quoi? C'est la démocratie réduite. C'est la démocratie réduite où les universités ne doivent pas accepter de faire n'importe quoi, ils doivent au contraire se soumettre au pouvoir politique, où la presse est contrôlée, où la liberté de réunion est limitée, etc. C'est la Hongrie, si vous voulez, de Orban,
donner un exemple concret. Et donc, c'est encore la démocratie, il y a toutes les apparences. On ne vous dit pas comment penser, mais enfin, on vous pousse quand même dans un sens. Et c'est par exemple, donc c'est pas seulement la presse, c'est aussi l'université. Alors, il me reste 2 questions, et après, on va lui faire tirer un certain nombre de questions au sort dans mon petit paquet de 50 et autres entrées de son encyclopédie pour les démocrates. Michel, la cancel culture. Si j'avais voulu t'empêcher de parler aujourd'hui, j'aurais répandu dans la foule qui est là, je sais pas, l'idée que tu es peut-être pédophile, l'idée que tu es peut-être antisémite, etc. Est-ce qu'on n'est pas dans un débat intellectuel qui est un débat pourri, c'est-à-dire que plutôt que d'échanger des arguments les uns avec les autres, on empêche l'autre de parler? Alors c'est une tendance, enfin on peut discuter, hein, donc c'est une tendance, et je vais vous dire ce qui me préoccupe beaucoup dans cette tendance, c'est que ceux qui veulent qu'elle se développe, l'interdiction de l'échange, du dialogue, etc., ceux-là attaquent non pas les extrêmes, mais les gens modérés. Je vais prendre mon cas personnel, pas par narcissisme. J'ai été l'objet d'une campagne extrêmement violente, avec articles dans Marianne et des choses comme ça, il y a quelques années. Vous avez en face de vous un dangereux islamo-gauchiste pour la cancel culture, etc. Ce qui est faux. Mais pourquoi est-ce qu'on s'attaquait à moi? Je ne comprenais pas. Et au bout d'un moment, j'ai compris. C'est que les gens qui sont d'un certain bord politique, en l'occurrence ici un bord très droitier, mais pas l'extrême droite, mais un bord très droitier, ceux-là veulent nettoyer le paysage. Et plutôt que de s'attaquer aux extrêmes, l'extrême gauche, l'ultra gauche, que sais-je, eh bien ils préfèrent détruire ce qu'il y a entre les deux. Et donc les médiations, et donc les gens comme moi qui sont plutôt nuancés, qui sont plutôt soucieux de dialogue. Et ce qui est vrai dans la vie intellectuelle, et c'est un des reproches que j'ai fait au chef de l'État, j'ai même écrit un livre pour le dire, c'est justement d'avoir voulu détruire les médiations sociales ou politiques. Moi j'ai été choqué. Quand il y a eu ce grand débat avec le chef d'État, c'est la question que je lui ai posée. Pourquoi vous ne faites pas affaire avec la CFDT? C'est un syndicat réformiste, ça pourrait très bien accompagner certains de vos projets. La réponse, pratiquement, c'était non, ça ne m'intéresse pas. Autrement dit, je pense que la vie des idées a besoin d'espace, de liberté, donc de négociation, donc de nuances, d'acceptation, du compromis, de la négociation dans le débat. Et je pense que c'est quelque chose qui est menacé. Mais, alors, je dis un mot peut-être, si tu veux, de la cancel culture. La cancel culture, alors c'est très drôle. Les gens qui disent la cancel culture pour la dénoncer sont les mêmes qui disent il y en a marre de ces gens qui importent les choses des États-Unis. Ils ne sont même pas fichus de traduire en français correctement cancel culture ou qu'est-ce qu'il y a d'autre? Wokisme, voilà. On vous parle de wokisme, on n'est même pas fichu de nous proposer un mot français pour dire ce que c'est. Alors, les gens qui critiquent la cancel culture, qu'est-ce qu'ils dénoncent? Ils dénoncent, à juste titre, des abus et de l'intolérance. Par exemple, si j'étais arrivé ici et qu'il y avait eu à l'entrée une bande de gens qui, parce qu'ils avaient lu des choses que j'avais dites ou écrites qui ne leur plaisaient pas, auraient empêché cette manifestation, interdire une conférence. La cancel culture, c'est détruire des statues parce qu'elles représentent des personnages que l'on réprouve, etc. Alors, très souvent, ce qui est en jeu quand on critique la cancel culture, c'est effectivement des abus, des gens intolérants. Mais c'est parfois pas inintéressant. Je vous en donne juste un tout petit exemple. On a beaucoup critiqué Colbert au nom de la cancel culture. Alors moi, j'ai des souvenirs de lycée, peut-être que certains d'entre vous ont les mêmes. Colbert, c'est l'homme d'État, l'homme qui industrialise, ou qui modernise la France, disons. C'est le modernisateur de Louis XIV. Très bien, c'était ça, c'est l'État. L'État colbertiste, on dit même parfois. Et puis moi, je découvre qu'il est le signataire, en quelque sorte, du Code noir, c'est-à-dire les règles de l'esclavagisme. Bon, alors des militants, disons, qui dénoncent l'esclavagisme, la traite, etc., on dit cancel culture, il faut ficher en l'air les statuts de Colbert quand il y en a, débaptiser les rues, les lycées, etc., quand ils s'appellent Colbert. Alors, débaptiser, ça ne me gêne pas, détruire des statuts, non. Mais on peut par contre, sous la statue, mettre une explication, ou dire, bon, la statue, on va la mettre ailleurs. Bon. Et surtout,
je me suis aperçu que ce n'était pas si simple que ça. Il y a des historiens qui ont commencé à aller voir vraiment qui était Colbert et qu'est-ce que c'était que son rôle dans le Code noir. Et alors, je n'entre pas dans la discussion, je n'ai pas la compétence. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en gros, on peut dire, attendez, Colbert, en apportant des règles, évitait les dérapages extrêmes. Autrement dit, le Code noir, ce n'était pas du tout la mise en forme des pires abominations, c'était au contraire, disent certains, une sorte de réglementation qui évite que les pires horreurs. Donc, ça ouvre un débat. Donc, la cancel culture, si on prend Colbert, elle n'a pas été inutile puisqu'elle a amené à regarder un personnage historique important, mais peut-être aussi à le regarder dans sa complexité. Donc moi j'ai une position mesurée qui consiste à dire il ne faut pas évidemment accepter l'intolérance. Les gens qui empêchent une conférence, c'est inacceptable, mais par contre, à mon sens, mais par contre, il faut être ouvert à ce que viennent essayer de dire des gens, même s'ils utilisent des procédés extrêmes, un peu limites. Alors ton livre décrit bien un certain nombre de maladies de la démocratie, du débat public, etc. Mais il n'est absolument pas plombant. Et comme je n'aime pas non plus plomber l'ambiance, moi ma dernière question de la première partie, ça va être quelles sont les raisons d'espérer? Y a-t-il des petites lumières démocrates dans ce paysage obscur ou gris au moins à l'heure actuelle? C'est nous ce soir, hein, c'est ce qu'on essaie de faire. Il y a quand même, on est nombreux, c'est quand même pas rien. On a envie de réfléchir. Bon, peut-être que s'il y avait un grand match de foot, on serait moins nombreux, mais quand même, bon. Donc, on a envie de réfléchir. Bon, alors, les raisons d'espérer, c'est d'abord que on n'est quand même pas, si je regarde la France, c'est quand même pas la pire des choses. Et je m'aperçois que même des pays qui étaient sur les chemins de la démocratie libérale peuvent s'en sortir. Après tout, la Pologne, qui est un pays que je connais bien, la Pologne est un pays qui, pendant plusieurs années, a été un peu comme la Hongrie de Orban. Et puis, aux dernières élections, il y a quelques mois, une coalition qui allait de la gauche à une droite raisonnable, bon, a mis fin à ce qui était un pouvoir quand même assez autoritaire. Donc, les choses peuvent évoluer. Je me souviens d'une chose. Je me souviens d'Yves Montand et d'autres, mais Yves Montand, dans les années 70, disant « Les dictatures latino-américaines, peut-être qu'un jour, ça se terminera. » Mais alors, le communisme en Union soviétique, alors là, jamais. Bon, alors, c'est pas forcément mieux ce qui est venu après, hein, mais en tout cas, rien n'est jamais définitif, sauf la mort. Donc, tant qu'on n'a pas des bombes atomiques qui nous tombent sur la tête, ou qu'on va envoyer, on peut quand même garder de l'espoir. Et moi, je pense qu'il y a de l'espoir. Je voudrais juste mettre en garde contre un raisonnement que je crois dangereux. C'est l'idée que la crise est salutaire. Plus ça va mal, plus ça ira bien après. Pas forcément. Ça, je serais prudent. Bon, peut-être que tout à l'heure, ils te pousseront dans tes retranchements en te faisant parler de démocratie 2.0, de démocratie participative, etc., etc. Avant de passer à la deuxième partie, qui va être, lui, va tirer au sort un certain nombre de ces sujets, je vais te faire réagir à 2-3 phrases qui parlent de démocratie. Et là, tu n'as pas le droit à très longtemps, mais à chaque fois, une ou deux réactions parce qu'elles sont plus profondes qu'il n'y paraît. Vous allez reconnaître l'auteur, mais peut-être pas. La dictature, c'est ferme ta gueule. La démocratie, c'est cause toujours. Alors les auteurs se battent puisqu'on l'attribue à Jean-Louis Barrault, à Coluche, à Solzhenitsyn ou à Woody Allen. Est-ce que c'est ça la supériorité de la démocratie, c'est cause toujours? J'espère que non. J'espère que la démocratie, c'est la capacité de faire et pas simplement de dire. Mais pour pouvoir faire, il faut avoir dit, il faut avoir causé, il faut avoir discuté, mais il faut aussi avoir analysé, accumulé les connaissances, alors que la dictature ne permet pas ça. Donc oui, c'est marrant comme formule, mais ça ne nous permet pas vraiment de penser la démocratie. Hein, donc, moi j'ai entendu ça il y a très longtemps, hein, je ne sais pas d'où ça venait. Alors l'autre, elle date d'encore un peu plus longtemps, c'est Winston Churchill qui, outre la phrase que tu as citée tout à l'heure, disait quelque chose qui est mortel pour la démocratie, quand il était lieutenant de l'armée des Indes. Le meilleur argument contre la démocratie, c'est de causer 5 minutes avec le votant moyen, avec l'électeur moyen.
Est-ce que la démocratie suppose autre chose que simplement 62 millions de personnes qui se mettent à... C'est pas le cas d'ailleurs, qui se mettent à voter et est-ce que si on n'a pas l'éducation, la démocratie peut fonctionner? Bon, c'est des pensées très réactionnaires. Hein. Bon, Churchill, Il l'était. C'était pas un gauchiste, hein, vraiment. Bon, et d'ailleurs, il a respecté la démocratie, car après la guerre, où il avait quand même été un héros mondial, pas seulement national, il a essayé de gagner des élections, il ne les a pas gagnées. Donc, et il s'est retiré. Mais j'essaie de revenir à la question L'éducation. principale. Pardon ? L'éducation dans la démocratie. Alors, moi, je pense que la démocratie, c'est pas simplement le moment où les citoyens vont mettre leur bulletin de vote dans l'urne. C'est en réalité un processus. C'est un processus, c'est un mode de fonctionnement. Si vous êtes dans une démocratie, avant d'aller voter, vous aurez pendant des semaines et des semaines eu l'occasion de lire des journaux, d'entendre la radio, de discuter en famille, avec des amis, de réfléchir, de vous informer, ou pas d'ailleurs, vous n'y êtes pas obligé. Un des problèmes de la crise actuelle de la démocratie, c'est que beaucoup de gens ont le sentiment que ça ne sert à rien de se mobiliser justement plus que les 5 minutes dont il est question, et que ça ne sert à rien parce qu'on nous promet, on nous fait remplir des cahiers de doléances. Voilà un bel exemple. Je suppose qu'il y en a eu dans la région. Les cahiers de doléances, c'était une idée formidable, qui a une épaisseur historique considérable. Eh ben, on n'en fait rien. Il paraît même pour certains, on ne sait pas trop où ils sont. Bon, donc, on demande, il y a eu à peu près 2 millions de personnes qui ont participé à la rédaction de ces cahiers de doléances au moment des Gilets jaunes. Bon, mais il fallait en faire quelque chose. On n'en fait rien. C'est du mépris. Et donc là, oui, la démocratie, c'est ferme ta gueule, c'est presque ça. C'est ferme ta gueule et va voter un jour, éventuellement. Et du coup, les gens s'abstiennent, sont dans l'abstention. Mais regardez ce qui s'est passé aux dernières élections. On disait les Français, la politique, ils en ont assez, etc. Les gens ont voté assez massivement. Et donc, quand il y a un enjeu, qu'il y a de la discussion, qu'il y a de la passion, eh bien, la démocratie peut fonctionner. Donc, je ne crois pas du tout que ce soit juste le moment de glisser un Très bulletin de bien. vote. Et d'ailleurs, on va vous faire voter tout à l'heure, vous allez voir. Bon, on dirait que tu as lu la phrase d'après, qui était celle de Coluche. Si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit, mais je vous la dis pas celle-là. Hein. Donc, et ceci dit, le chat de Gueuluc n'était pas mieux, puisque lui, il disait, à un moment donné, il parle à son chat, et le chat il dit à son chat, tu peux faire ce que tu veux, si toutefois cela reste dans le cadre de ce que je veux que tu fasses. Ce qui est aussi une manière de... Alors, Michel, tu nous as pas simplifié les choses, parce que ton bouquin, il est trop riche. Il est trop riche, il y a au moins 50 entrées encyclopédiques possibles sur des sujets extrêmement différents. On va jouer un petit jeu, d'abord avec lui, puis après avec vous. Hein, vous voterez pour savoir, parce qu'on ne va pas pouvoir parler de tout ça. Tire une carte au sort, si elle ne te plaît pas, tu la... Ouais, non, vas-y, hein, je t'en prie. Parce que ça donne l'idée de la variété du sujet. Ah, intéressant, parce que c'est un sujet sur lequel tu as beaucoup travaillé, la violence. Violence politique, verbale, sociale, genrée. C'est quoi la violence? Parce que de nos jours, on n'arrête pas de dire on m'a violenté, il y a eu de la violence de ceci, etc. C'est quoi en vrai la violence? Comment tu la définis? Et qu'est-ce que les sciences sociales peuvent nous apprendre là-dessus? Je vais proposer une définition. Mais avant de proposer une définition, je vais vous dire, c'est le genre de question que les chercheurs détestent. La violence. Il y a un homme qui avait inventé un test d'intelligence, le test Binet-Simon. Et on lui demandait c'est quoi l'intelligence, et il avait répondu c'est ce que mesure mon test. J'avais trouvé que c'était bon. Alors la violence, j'ai envie de dire, c'est ce que j'étudie. Mais je veux quand même te faire une réponse. Je crois qu'il y a violence, en tout cas moi c'est la violence qui m'intéresse, lorsqu'il y a atteinte à l'intégrité physique, morale ou intellectuelle d'une personne ou d'un groupe. C'est une atteinte à l'intégrité physique ou plus abstraite. Voilà, c'est comme ça que j'essaierai de la définir. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas mal hein, quand même. C'est pas de moi tout Vous en à fait. pensez quoi? C'est pas de moi tout à fait. J'avais beaucoup aimé un livre de Yves Michaud sur la violence, qui
disait ce genre de choses. Yves Michaud, qui a fait l'université de tous les savoirs, un des aspects des universités populaires. Tu as droit à une deuxième carte, une troisième aussi, puis après c'est à eux de jouer. Alors, démocratie et liberté. Démocratie, est-ce que c'est la même chose que république? Démocratie libérale, illibérale. Et puis, est-ce qu'on vit dans une démocratie s'il y a une abstention massive des citoyens? Question lourde, hein? Bon, d'abord, démocratie et république, c'est deux choses différentes, on pourra y revenir. Mais démocratie et liberté, je pense que s'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie. Et que le problème, pour être plus concret, c'est toutes ces situations où, au nom d'un certain nombre de contraintes, de menaces ou d'exigences, un pouvoir politique restreint les libertés. Alors, c'est toujours le cas lorsqu'il y a la guerre, lorsqu'il y a le terrorisme, lorsqu'il y a des grandes menaces qui pèsent sur une nation. Aux États-Unis, il y a un texte qui s'appelle le Patriot Act. En France, on a la législation antiterroriste. Ça revient, c'est toujours là, il faut citer les classiques, ça met en cause la séparation des pouvoirs. C'est ce genre de menace, et ça réduit la démocratie, parce que ça réduit les libertés. Qu'est-ce qu'on dit, en gros, s'il y a une menace terroriste? C'est très dangereux, il faut que la justice et la police se subordonnent au pouvoir exécutif. Il faut que les policiers puissent faire leur travail beaucoup plus facilement. Il ne faut pas qu'on leur fasse perdre du temps avec des précautions de type pas plus de 2 jours d'interrogatoire, ou on n'a pas le droit d'aller dans tel endroit, etc. Donc, la liberté fait partie de la démocratie, et on le voit chaque fois que les libertés se restreignent parce que la démocratie est menacée, mais parce qu'elle est menacée, on met en œuvre des moyens non démocratiques. C'est un peu ça que j'ai en tête. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai vraiment aucune sympathie pour les écologistes qui vont agresser ou se battre ou se faire agresser, peu importe, avec des forces de l'ordre à propos des bassines. Vous avez vu ça ces derniers temps. Mais de là à dire que ces gens-là, on va leur appliquer la législation qui a été votée pour faire face au terrorisme, vous voyez, il y a quand même des choses. Autrement dit, je pense que au nom de l'intégrité de la nation, au nom du refus d'une menace, c'est pas forcément la guerre ou le terrorisme, ça peut être l'épidémie. Le chef d'État nous dit on est en guerre, et puis à partir de là, il dit je vais mettre en place un conseil de guerre et non plus un conseil des ministres qui deviendra secondaire. Bon, tout ça, ça restreint l'espace. Alors, question complémentaire, tu citais tout à l'heure Benjamin Stora, il y a un petit rapport avec les lois mémorielles. Les lois mémorielles qu'on a prises pour justement protéger un certain nombre de segments de la population notamment. Est-ce que la démocratie et les lois mémorielles, est-ce que c'est compatible ou pas? Qu'en disent les sciences sociales ou qu'en dis-tu toi? Alors moi, ce qui m'a intéressé, je vais le dire un peu différemment, c'est le mouvement qui aboutit dans certains cas à des lois mémorielles, mais en tout cas le mouvement qui met en avant des mémoires. Parce que les mémoires, c'est pas l'histoire. La mémoire, c'est ce qu'une personne ou un groupe a gardé et n'a pas voulu oublier. Et une mémoire, ça peut peser, c'est pour ça que les lois mémorielles, je suis très prudent, ça peut peser dans un sens ou dans un autre. Là, il faut que je donne un ou deux exemples. Oui, tu peux y aller. Si je vous dis la mémoire, ce qui est vrai, jusque dans les années 60, on ne parlait pas beaucoup dans le débat public de la mémoire de la Shoah. C'est dans les années 70 que ça s'est imposé dans le débat, beaucoup plus. Et le sommet, ça a certainement été le film de Claude Lanzmann qui date de 1985. Bon. Or, c'est parce qu'il y a eu un mouvement de mémoire que l'histoire a changé. Et là, c'est une réussite. Il y a toujours des gens qui peuvent ne pas être complètement d'accord, mais on peut dire d'une certaine façon que la mémoire de ce qui s'était passé pour les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale a irrigué convenablement l'histoire. Maintenant, il y a des cas où c'est plus compliqué. Je prends la guerre d'Algérie. Dès qu'on veut parler de la mémoire de la guerre d'Algérie, alors il y a des gens qui disent « moi j'ai une mémoire de pieds noirs, parce que mes parents ou mes grands-parents étaient pieds noirs ». D'autres disent « moi j'ai une mémoire de harki, parce que mes parents, mes grands-parents ».
D'autres disent, moi, je travaille, je suis chômeur, mais avant, mes parents sont venus pour l'industrie et j'ai une mémoire de travailleur immigré. Et pendant la guerre, les travailleurs immigrés d'Algérie, c'était pas facile. D'autres ont eu quelques liens avec le FLN, d'autres avec le MNA, etc. La mémoire est différente, évidemment, d'un groupe à l'autre. Ce qui fait qu'il est très très difficile de dire à tous ceux qui sont porteurs de mémoire, mettons-nous ensemble pour réfléchir à construire vraiment l'histoire de tout ça. Sans parler du fait qu'il y a 2 pays concernés. Donc là, la mémoire est difficile. Et puis il y a des cas où la mémoire peut même devenir paralysante au niveau d'une personne ou plus largement. Je vais le dire au niveau d'une personne, ça m'est beaucoup plus simple, parce que sinon, tu m'entraînerais dans des débats compliqués. Un jour, un étudiant vient me voir, c'était il y a assez longtemps, il me dit, je voudrais faire une thèse de doctorat avec vous sur des questions de mémoire, mais je voudrais vous dire une chose. Moi, je suis arménien, ma famille est arménienne, alors je vous en supplie, aidez-moi à trouver un sujet qui n'ait rien à voir avec la cause arménienne. Je lui dis, pourquoi ? Il me dit, parce qu'il ne parle que de ça autour de moi. J'en ai assez, je veux respirer, je veux réfléchir à d'autres choses. Bien sûr, ça fait partie de mon histoire. Autrement dit, la mémoire l'enfermait. Il avait le sentiment qu'il fallait qu'il fasse autre chose, et en même temps, évidemment, ça le taraudait. Mais c'est ça qui m'a intéressé, la mémoire qui vous enferme dans quelque chose. Donc, les lois mémorielles, alors il y a autre chose, alors c'est pour ça que je suis très prudent, est-ce qu'on va légiférer ? Puis il y a autre chose, alors là je parle en chercheur, vraiment en pur chercheur. Moi, j'estime que ça n'est pas aux députés, aux sénateurs, aux ministres de décider de la vérité historique. Ça, pour moi, c'est quelque chose... Bon, c'est pas leur boulot. Hein. Ils peuvent dire on soutient tel mouvement, mais dire ceux qui considèrent que tel fait n'a pas existé mérite d'être sanctionné par la loi, je suis réservé. Alors, je comprends l'intérêt. Mais voilà, moi j'estime que... C'était l'objet de la question, je te remercie de l'avoir précisé. Voilà, Ils pourront demander... Je peux raconter une Vas-y, anecdote. je t'en prie. Donc, parce que je n'ai pas rendu hommage suffisamment à celui qui a été mon prof, Alain Touraine. Et un jour, il y a un ministre qui veut le voir, et comme le ministre est arrivé en retard au déjeuner, Touraine a cru qu'il ne viendrait pas, donc bref, je me retrouve au déjeuner avec Touraine et le ministre, jeune chercheur. Alors moi je la boucle, ils sont face à face, et le ministre dit voilà, monsieur le professeur, je suis venu vous soumettre quelques idées, j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Et Touraine lui a répondu, monsieur le ministre, les idées, c'est pas vous qui les avez, c'est nous, les chercheurs. Alors, c'était un peu arrogant, mais ça m'a plu, parce que ça voulait dire, ne confondons pas tout. S'il s'agit d'être de parler d'idées sociologiques, c'était ça, eh bien, laissons d'abord les sociologues s'exprimer. C'est ce que nous passons notre temps à travailler dans les universités populaires, la différence entre je sais, je pense que et je crois. C'est tout l'objet. Je vais avoir besoin d'un volontaire, vous par exemple, juste pour prendre 3 cartes. Le volontaire, vous voyez, c'est la démocratie ici. Vous prenez 3 cartes et puis on va vous faire choisir ensuite. Voilà, 1, 2 et 3. Et c'est le public qui va choisir le thème dont notre intervenant va parler. Ça, il y en a pour un petit quart d'heure. Et puis le dernier quart d'heure, chers amis, c'est vous qui allez poser les questions. Hein. Donc, alors, vous levez la main si ça vous intéresse plus que le reste. Je vous dis d'un côté, droits humains, civils, politiques, sociaux, culturels. De l'autre côté, société numérique, quelles sont les nouvelles questions que ça pose. Et troisième, là on en a pour 3 jours aussi, mais c'est demain à Albertville aussi, racisme et discrimination. Alors, pour droits humains, levez la main. Ouais, on compte pas, hein, on regarde à la vue. Pour société numérique, ouais, à Lyon, il y a du monde. Hein. Et pour racisme et discrimination, mais ils viendront à Albertville ceux-là demain. Donc, vous voyez, on est vachement démocrate. Non, je crois honnêtement que c'est plus... Alors, je précise la question. La société numérique, ça change quoi dans notre affaire, là, et tu en parles? Bon, je vais le dire. Aujourd'hui, je ne l'aurais peut-être pas dit exactement au moment où j'écrivais ce livre. Nous sommes entrés dans l'ère du numérique. Complètement. Complètement. Donc on ne peut réfléchir à aucun sujet de société important sans faire intervenir le numérique. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas encore dit grand-chose. Mais le numérique, c'est des entreprises.
C'est très intéressant. Il y a 30 ans, les entreprises du numérique, c'était des types, ou 40 ans, c'était des jeunes gens dans des garages aux États-Unis, à Silicon Valley, parfois pétris de contre-culture de cette époque-là, pas toujours d'ailleurs, et qui bricolent et qui inventent des trucs. Aujourd'hui, le numérique, c'est d'énormes entreprises qui ont un pouvoir souvent supérieur à celui des États. Donc la première chose, c'est comment penser ce pouvoir et que faire pour éviter les excès. Je pense qu'on commence à rentrer dans l'ère de la régulation du numérique et qu'on va commencer, je l'espère, à avoir des règles, des limites. J'en donne un exemple parce que, alors, tu souhaites que je parle un tout petit peu de ce que je fais aussi. Je travaille avec Jean-Marie Cavada, dont certains se souviennent peut-être, qui a créé un institut de défense des droits fondamentaux face au numérique. Et je m'aperçois qu'il y a des grands enjeux qui, aujourd'hui, concernent d'énormes entreprises. Alors le thème, on a eu une réunion hier, donc j'en dis un mot, parce que c'est très, très, très important, la responsabilité des entreprises qui possèdent les réseaux sociaux. Les Américains ont un texte qui date de 93, de Clinton, c'est pas tout à fait à son honneur, qui dit en gros, ceux qui fournissent les tuyaux n'ont rien à voir avec le contenu. Donc, si votre réseau social fait circuler des discours de haine, pousse votre enfant à se suicider, ou l'envoie à l'hôpital psychiatrique, etc., c'est pas de la faute de l'entreprise X ou Y qui possède le réseau social, c'est pas de la faute de ceux qui ont les tuyaux, c'est ceux qui mettent les contenus et disent, les entreprises concernées, nous, on n'a pas à aller regarder le contenu. Donc, il y a d'énormes enjeux en termes de droits de l'homme. Ça fait un lien avec le premier thème de droits humains. Donc, il y a des enjeux économiques. Il y a des enjeux aussi de capacité de l'Europe à exister dans un monde dominé par les États-Unis et la Chine, peut-être aussi la Russie, sur ce plan-là. Je ne sais pas si vous avez fait attention au rapport Draghi qui vient d'être publié, qui est un document très important, même si ça a l'air très loin de notre vie quotidienne, dans lequel il dit qu'il faut mettre, je ne sais plus combien, je crois que c'est 800 milliards, il faut investir 800 milliards en Europe, y compris dans le numérique. Donc, c'est des investissements. Et alors maintenant, pour le sociologue, mais y compris le travail du sociologue aujourd'hui. Je ne peux pas travailler si je n'ai pas accès à Internet, à Google. Je ne peux pas traiter des données, ce n'est pas le genre de recherche que je fais, mais si j'ai besoin de faire des données, d'avoir des données statistiques. Bon. Et puis demain, je sais que je gagnerai beaucoup de temps grâce à l'intelligence artificielle. Mais je sais aussi qu'elle pourra me conduire sur des chemins très dangereux. Donc, il faut y réfléchir. Eh bien, on en reparlera, et on en reparlera peut-être un jour avec Nicolas Curien, qui est justement en train de faire un rapport sur la mésinformation au temps de l'intelligence artificielle. J'ai besoin d'un autre volontaire, ça sera peut-être vous, tiens. Vous venez, vous tirez 3 cartes, parce qu'on ne fera pas les 50. Hein. Et après, ça sera vos questions, chers amis. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Je vous lis la première. Tout ça, c'est dans le bouquin. Hein. Donc, fragmentation du tissu social. Démocratie et citoyenneté. Les questions de vote, d'abstention, d'engagement social et politique. Liberté d'expression. Alors, pour la fragmentation du tissu social, c'était en gros les... Ouais, il y en a beaucoup, hein, on va voir. Démocratie et citoyenneté. Ouais, vous nous rendez service. Vous êtes moins parce que ça pourrait être très très long. Liberté d'expression, là, je peux pas parler un peu, mais à ton avis, c'est quoi qui gagne? Premier ou troisième? Je pense que c'est le premier. Hein. C'est le premier. Alors, ça veut dire quoi, la fragmentation du tissu social? Est-ce que, regarde, ils n'ont pas l'air fragmentés, ces gens-là? Alors, c'est une belle question. Il y a un sondeur, dont certains d'entre vous connaissent le travail, qui s'appelle Jérôme Fourquet, qui a publié un livre, pas le dernier, mais l'avant-dernier, dont les titres étaient L'archipel français. L'archipel français. Et quand on me demande, des amis étrangers de passage en France, par exemple, est-ce qu'il y a un livre qui décrit un peu la société française? Je suis embêté, je ne connais aucun livre de sociologue, donc je lui dis, faut lire Fourquet. Et donc Fourquet défend cette image. Et c'est un livre intéressant. Alors, le problème avec un livre comme celui-ci, c'est qu'il vous décrit
des îles. Un archipel, c'est des îles. Alors, c'est des îles qui ont encore un lien, mais c'est quand même des îles. Et donc, c'est la tendance de nos sociétés à ce que les choses se séparent et se divisent. Alors, on peut dire ça. J'avais publié dans les années 80 un livre collectif, j'avais mobilisé une quinzaine de chercheurs, sous le titre « La société fragmentée ». Alors, quel est le problème? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Le problème, c'est que nous n'avons plus les grands récits et les grandes raisons de se mobiliser qui faisaient que la société formait un tout avec ses conflits, mais que les conflits structuraient toute la société. Si je vous dis en 1950, le mouvement ouvrier contre les patrons, vous n'êtes peut-être pas ouvrier ni patron, mais vous avez quand même conscience que c'est ce qui structure toute la vie collective. Et peut-être que vous êtes militant associatif dans un mouvement de famille, par exemple, à la campagne, eh bien le sens de ce que vous faites aura quelque chose à voir avec ce conflit central entre les ouvriers et les patrons, ou entre le mouvement ouvrier et le patronat. Donc, il y a l'image d'un ensemble. C'est fini. Sauf quand il y a les retraites. Et que brusquement, à 75%, la société dit on ne veut pas de cette réforme. Bon. La deuxième grande source de mobilisation pendant un siècle, tout au long du 19e siècle, et ça a continué en bonne partie au 20e, c'est l'idée républicaine. C'est la gauche qui a inventé la République. La gauche et la République, ça marche ensemble au départ. Aujourd'hui, tout le monde est républicain. Peut-être un petit peu moins que d'autres, Éric Zemmour. Mais c'est le seul que j'ai entendu. Je me suis fait cette remarque parce qu'un jour, je l'ai entendu à la télé dire « Vive la République, vive la France ». Donc, c'était vraiment deux tonalités très, très différentes. Mais sinon, tout le monde est républicain. Donc, c'est fini, ça aussi. Et donc, il est difficile de proposer une image intégrée, et même l'idée de nation, beaucoup de gens se disent « Bon, j'aime bien mon pays, mais quand j'écoute le Rassemblement national, je ne peux pas adhérer à sa vision de la nation, donc je deviens antinationaliste. » Donc les vieux grands récits, la République, la nation, le mouvement social, ça ne marche plus, ou pas comme avant en tout cas. Et c'est ça qui donne l'image que l'idée de fragmentation, c'est l'idée que que ça fout le camp. C'est l'idée que ça se défait. Bon, je pense, moi, que des choses se referont. Et donc, on a parlé du numérique, je pense qu'on est en train de sortir d'un certain type de société où il y avait ces grands enjeux, qu'on ne sait pas trop encore quelle sera la nouvelle société, mais elle sera marquée par le numérique, c'est très clair, elle sera certainement marquée par des nouveaux conflits, et que nous verrons se réagencer des débats et des conflits de portée suffisamment générale pour qu'on ait finalement conscience que la France n'est pas si fragmentée que ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir ce sentiment à juste titre. Alors, comme ils n'ont pas tiré la carte communautarisme, on en parlera une autre fois, ou peut-être dans les questions. Chers amis, la parole est à vous. Il y a un micro sans fil qui va circuler. Si vous n'avez pas de questions, ce qui m'étonnerait beaucoup, il nous reste à peu près 150 entrées possibles. Mais je crois qu'il y en a une là. Alors, je rappelle simplement les choses. On est court, on est libre, il n'y a pas de tabou, on est mutuellement respectueux. Et évidemment, on est bienveillant des personnes, donc, et on respecte la loi. C'est parti. Bon, pour ma première question, c'est quel distinguo on peut faire entre retour du sujet et individualisme, et quel impact justement sur la démocratie? Il faut être bref. Il faudra me réinviter. Alors, pour moi, l'idée de sujet, c'est l'idée que je suis capable de construire mon existence en respectant tout autre être humain qui doit avoir la même capacité que moi, en tout cas en théorie. Alors que l'idée d'individualisme, c'est je suis un individu, j'ai des droits et j'ai mes calculs, mes intérêts, etc. Autrement dit, je trouve que l'idée de sujet est beaucoup plus noble, ou la réalité du thème du sujet est beaucoup plus noble, parce que le sujet veut construire et se construire, dans ma perspective, là où l'individu, c'est pas forcément quelqu'un d'égoïste ou autre, mais enfin, c'est un parmi d'autres, point final. Certains vous disent on est dans une société d'individus. Moi, je pense qu'on est aussi dans une société de sujets. C'est pas la même chose. Autre question? Monsieur? Oui, il faut que je regarde à droite aussi, hein, effectivement. Après, à vous et à vous.
Oui, merci pour votre exposé qui rappelle 40 ans d'histoire presque française. Alors, deux choses. D'une part, le terme archipel. La meilleure utilisation qu'il faut en faire, c'est celle qui fait Édouard Glissant. J'y pensais en vous écoutant. Voilà. Mais avant Et Édouard Glissant rappelle en quoi les îles, en forme d'archipel, qui se faisaient la guerre comme dans les continents, mais à un certain moment décident de coopérer et d'assainir la situation. Et qu'est-ce qu'il crée? Une caravane, comment on appelle les bateaux comme ça dans les... qui sont sur deux rails. On va Oui, tâcher d'être enfin, voilà. relativement Et donc, court si vous cette voulez poser votre caravane question. permettait d'alimenter en circuit continu la population et les marchandises pour permettre. Et deuxièmement, concernant le... Là, comme il y a d'autres personnes qui Oui, veulent oui, la mais parole, simplement, on va se tenir à une première question sur le les îles, numérique, peut-être. c'est le dernier livre qu'il faut absolument lire de Yuval Harari, qui rappelle que réellement l'IA peut être dangereuse, mais réellement l'IA ne fait qu'utiliser les mythes des sociétés qu'elle renforce d'une façon illusoire et détourne la réalité. Michel, une réaction? Alors, Et sur puis la on passe. deuxième question, je suis d'accord et il faut lire Harari. Moi, je peux vous dire, si vous êtes à Paris le 7 novembre, il fait une conférence que j'irai écouter. Bon, sur le premier point, vous avez tout à fait raison, j'aurais dû en parler. L'image que propose Jérôme Fourquet de l'archipélisation du processus, c'est ça se sépare, ça se fragmente, etc. L'image que propose Glissant, c'est exactement le contraire. Ça fonctionne, ça se rencontre et ça rejoint, mais ce n'est pas le débat heureusement parce qu'on en aurait pour longtemps, ça rejoint tout le débat sur le communautarisme et les identités, parce qu'en réalité, ce que défend Glissant, c'est le métissage, l'hybridation, la créolisation, enfin la capacité sans perdre, de se transformer de façon vivante et sans se dissoudre. Donc, je suis très content que vous ayez évoqué ça. Retenez de Fourquet, c'est ça fiche le camp, ça se sépare, et de Glissant, ça fonctionne, mais autrement que dans un système. Oui, un spécialiste de Glissant que nous avons reçu disait que le métissage c'est 1 plus 1 égale 2 et que la créolisation c'est 1 plus 1 égale 3. Oui. C'est moi qui ai le micro, merci. Merci, c'est passionnant. J'avais envie de vous entendre sur les mythes et sur les récits. On parle beaucoup autour de la RSE, de nouveaux récits qui ont besoin d'émerger pour fédérer. Et je voulais vous entendre par rapport aux pistes que vous entrevoyez aujourd'hui. Alors je pense que les récits, ça ne s'invente pas comme ça, de façon volontariste. Hein. Si quelqu'un dit « j'ai un nouveau récit à vous proposer », ça ne se passera pas. C'est quelque chose qui est une construction sociale. Ça se fabrique dans une société. Et donc parmi les récits, c'est un mot que vous n'avez pas utilisé, mais il y a les récits qui nous projettent vers l'avenir de manière utopique. Il y a des utopies. Nous manquons cruellement d'utopie. Au point qu'on a inventé, ou presque un mot pour dire le contraire, on s'est mis à parler de dystopie. C'est bon. Alors, le dernier utopiste, c'est-à-dire le dernier grand récit possible pour demain, pour moi, je vais vous dire qui c'est Ivan Illich. Alors, ceux qui sont de ma génération ont peut-être lu Ivan Illich. Ivan Illich était un utopiste des années 70, 80, qui disait une société sans école, ce serait mieux. Une société où la médecine arrête, Némésis médicale, c'est le titre d'un de ses livres, où la médecine ne tue pas quand on va à l'hôpital, je simplifie, bon, ce serait mieux, etc. Et il proposait une utopie très écologiste, très environnementale. Donc, pour vous le dire autrement, je pense que nous ne sommes pas dans l'époque où se construisent des nouveaux grands récits, mais qu'on les voit un tout petit peu apparaître à propos de l'environnement, c'est pour ça que je cite Illich, et peut-être sur quelques thèmes de type éthique. Je pense que, je vais vous le dire de façon un peu excessive, au lieu de dire que le thème de la fin de vie et du grand âge, c'est des thèmes pour les vieux, de vieux, qui nous cassent les pieds, qui ne sont pas drôles, je crois que ça fait partie de ces grandes réflexions à partir desquelles pourraient se reconstruire des grands récits. Mais on en est loin, si c'est ça la réponse qu'il faut faire. Il y a des traces, y compris dans cette assistance. Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour cet exposé passionnant. Je déteste les gens qui racontent leur vie, mais juste
vous dire qu'on avait déjeuné ensemble et que vous m'étiez apparu à Paris déjà très sympathique puisque vous aviez pris en entrée une bouteille de vin rouge. Voilà. Et ma question est toute simple. Est-ce que vous parliez tout à l'heure de la cancel culture, etc. Je voulais savoir, au fond, c'est la revendication de droits individuels, ou de droits qui ne concernent pas des classes assez collectives. Est-ce que c'est pas ça qui empêche la création de récits collectifs et de ce dont vous parliez à la fin, ce récit que tout le monde attend, beaucoup plus collectif et qui ne vient pas pour vivre ensemble. Voilà. Voilà, il y aura encore 2 questions après. Je pense qu'il faut adopter un raisonnement un peu neuf par rapport aux années jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle. Le raisonnement un peu neuf, c'est l'idée que c'est individuellement, ou plutôt pour répondre comme à madame, comme sujet, mais comme sujet personnel, singulier, que des gens peuvent s'engager dans des actions collectives. Qu'autrement dit, on ne veut plus se nier comme sujet au nom d'une cause. C'est fini ça. Bon, dans le temps, un militant communiste, pour prendre un cas un peu lourd, un militant communiste, il sacrifiait sa vie de famille, ses week-ends, il sacrifiait tout pour le parti. Bon, aujourd'hui, les gens disent, moi je m'engage, mais je veux pouvoir me dégager aussi. Et par conséquent, je ne suis pas embrigadé. Il peut y avoir des sectes, il peut y avoir des choses comme ça, bien sûr. Mais dans l'ensemble, l'idée c'est, je me construis moi-même en construisant une action collective. Et c'est ça, je crois, la relative nouveauté. Et donc, on peut comme ça concilier la dimension personnelle, individuelle, singulière de l'engagement avec l'essor de certaines causes. Et moi, je constate que sur certaines causes, ça marche quand même. Il ne faut pas non plus être totalement défaitiste. Moi, je trouve que sur l'environnement, ça bouge quand même. Ce n'est pas ce qu'on pourrait souhaiter. Je vais vous dire ce que je pense maintenant historiquement. Donc, une fois que je vous ai présenté le raisonnement qui est la réponse à votre remarque, je pense, moi, qu'on est comme en 1820 ou en 1830 par rapport au mouvement ouvrier. Dans un coin, il y a des ouvriers qui cassent des machines. Dans des chambres de bonne, il y a un très très beau livre de Rancière qui raconte ça. Il y a des gens qui inventent les futurs grands récits, justement. Il y a des gens qui disent, moi, je crée une caisse de solidarité, une mutuelle. D'autres qui disent, moi, je crée une coopérative. D'autres qui disent, moi, je prépare une caisse de grève. D'autres qui disent, on va faire des syndicats. L'idée de parti viendra plus tard. Mais en 1820, 1830, c'est très éclaté, justement. Et puis un beau jour, tout ça se rapproche, ça forme un tout, et un beau jour, on dira, il y a un mouvement ouvrier. Donc, je pense qu'on est là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont féministes, des gens qui s'occupent de questions éthiques, des gens qui sont dans les mouvements antiracistes, des gens qui disent, moi c'est l'environnement, moi c'est le changement climatique, etc. Tout ça, on voit mal l'unité, l'intégration, mais il est possible, je ne suis pas certain, mais il est possible qu'un jour, engagement individuel par engagement individuel, tout ça façonne quelque chose qui sera beaucoup plus puissant que ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà un peu Et puis vive la bouteille de vin qu'on a bu ensemble. Monsieur, une question, et puis ensuite, allez, 1,5. Ouais, peut-être. Allez-y. Bonsoir, donc on n'a pas encore eu la chance de déjeuner ensemble, peut-être une fois. Ça se mérite, hein. Exactement. Donc moi je suis sociologue et je travaille sur les questions d'augmentation du pouvoir d'agir, en particulier de la jeunesse. Et je voulais avoir votre point de vue sur le rôle de la jeunesse sur cette question de démocratie, étant donné que de mon point de vue, il y a un espoir sur cette catégorie de la population. Merci beaucoup. Alors, vous avez raison. Enfin, en général, les gens qui construisent de l'action collective, ils sont jeunes, en général. Il peut y avoir des mouvements de vieux, mais enfin, dans l'ensemble, c'est quand même plutôt la jeunesse. Et donc, je vous suivrai à 100%, à condition qu'on ait bien en tête que l'erreur serait de construire des conflits de génération. Autrement dit, c'est là où il y aurait un problème, c'est l'idée que les jeunes générations doivent entrer en lutte contre les vieilles parce que les vieilles, je sais pas quoi, sont des boomers qui ont tout eu et qui voudraient continuer à tout avoir et ce genre de choses. Donc oui, je vais vous le dire dans un autre vocabulaire, à condition qu'il y ait des dimensions nettement universelles dans des engagements qui viennent de jeunes et pas des dimensions particulières liées juste à je défends ma catégorie. Moi j'ai un collègue que vous connaissez peut-être qui est maintenant prof au Luxembourg qui pendant des années a passé son temps à dire les vieux vivent les jeunes. Bon, en gros, je disais mieux que ça. Bon, eh bien non, mais qu'on me dise qu'il faut
que les jeunes s'expriment. Et il faut créer les conditions pour qu'ils s'expriment de plus en plus, de mieux en mieux. Alors ça, oui, à 100%. Une dernière question. Parce qu'effectivement, on parle parfois de spécisme, mais on fera quelque chose sur l'agisme un jour aussi. Je trouve que les dernières questions tournent autour d'une préoccupation que j'ai eue quand j'étais principale de collège et que je continue encore à me tarauder. C'est, je trouve qu'il y a, j'ai beaucoup rencontré d'intelligence autour de moi, de gens dans leur façon de travailler, dans leur façon d'être, et ça dans le temps, donc sur une longue période. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça n'émerge pas dans la société comme étant quelque chose de visible et qui nous donne envie, ne serait-ce même par exemple d'adhérer à un mouvement ou à quelque chose, ou à voter pour quelqu'un. Je trouve qu'il y a un éparpillement, et pourtant l'intelligence est là, l'envie de vivre ensemble est là. L'envie de changer de règles et de donner du sens à sa vie est là. Et pourquoi ça ne prend pas? Pourquoi ça n'émerge pas? C'est quelque chose de difficile pour moi. Alors, le fioul est là, quelle est l'étincelle? Non, le fioul, j'ai le même sentiment, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On est en 1820, on est au creux d'une période historique. On est au moment où on sort difficilement d'une période historique qui, pour moi, a atteint son sommet avec ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses. On n'arrête pas de sortir des 30 Glorieuses, voilà, pour le dire comme ça. Et on n'est pas encore vraiment en train d'entrer dans ce qu'il y aura d'autre. Mais la virtualité existe. Hein. Moi, je suis absolument convaincu de ça. Ce qui me frappe, je vais le dire peut-être un petit peu autrement, il se passe partout plein de choses. Bon, moi, je vis en province une bonne partie de mon temps, donc je lis la presse régionale. Mais il n'y a pas un village où il ne se passe pas tous les jours quelque chose quand on lit la presse locale. Bon, mais tout ça ne se fédère pas. Il n'y a pas la capacité aujourd'hui de produire des grands récits, pour reprendre la question de la remarque de tout à l'heure. Il n'y a pas cette capacité de créer des grandes mobilisations collectives. Ça viendra, peut-être, ça viendra peut-être pas, je ne sais pas, peut-être sous des formes nouvelles. Mais en tout cas, je n'en déduis pas qu'on est dans l'individualisme généralisé, dans le retrait sur soi ou dans le communautarisme généralisé, même si ça peut exister. Donc je n'ai pas la réponse à la question, sinon que j'essaye de ne pas être trop pessimiste en me disant c'est le creux et ça remontera. Il y a un ou deux sociologues ici, il y a un livre de Albert Hirschman qui est très intéressant. Hirschman, c'est un très bon sociologue qui est mort il y a une quinzaine d'années. Et son livre, je n'ai pas le titre exact en tête, c'est quelque chose comme bonheur privé, action publique. C'est quelque chose un peu comme ça. Et donc, en gros, il dit, les sociétés, il faut les voir comme fonctionnant comme un grand balancier. À certains moments, il y a de l'action collective, de la mobilisation, de l'action publique, de l'action collective. Et puis à d'autres moments, le balancier va dans l'autre sens. Et là, on a l'impression que les gens sont uniquement dans l'individualisme, centrés sur eux, etc. Et puis le balancier, quand il a terminé sa course, il faut bien qu'il retombe et qu'il reparte dans l'autre sens. Donc on est peut-être au moment où on attend que le balancier reparte dans l'autre sens. Alors en conclusion, avant que vous applaudissiez à tout rompre notre ami, je souhaiterais quand même vous relire la dernière phrase du livre, parce qu'on ne l'a peut-être pas tous noté, et j'espère que ce soir nous l'avons ressenti. Le défi n'est pas seulement d'éclairer le peuple, il est d'élever sa capacité d'analyse pour qu'il soit de plus en plus capable de se penser et de se vivre dans l'unité et la diversité que seule permet la démocratie. Merci. Alors, je rappelle que le livre est disponible chez nos amis de la librairie Garin qui doivent être là-bas et que tu vas faire des signatures, sans aucun doute, des dédicaces. Tu n'as pas de stylo, je peux te prêter un stylo, il n'y a pas de problème. Et au plaisir de vous revoir dans ces rendez-vous à penser.